Salut les matheuses, salut les matheux. Alors donc, la dernière fois, on est resté sur l'idée qu'on voulait des critères pour savoir si une fonction était holomorphe ou pas. Et donc, je vous avais laissé avec un petit calcul qui tenait sur une page complète pour prouver que l'exponentielle était bien une fonction holomorphe. Et on a vu que c'était assez pénible quand même. Donc là, l'idée là, vraiment de cette séance, c'est d'être capable de trouver des critères assez simples pour pouvoir prouver qu'une fonction est holomorphe ou pas. Donc on a vu juste à partir de la définition de base, c'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'on va utiliser une définition alternative. Donc ça, c'est un truc qui est hyper classique. Donc, proposition. Ok, proposition. F est C dérivable. Donc dérivable au sens complexe. Je sais pas écrire. C'est dérivable en un point. En Z0. Donc ça, c'est équivalent à dire f de z0 plus h égale f de z0 plus alpha h plus petit o de h. Petit o, ça veut dire une fonction qui décroît vers 0 quand plus vite que h. Hein. C'est quelque chose qui est négligeable devant h quand h tend vers 0. Donc ça, vous savez. Hein. Je considère que vous savez. Donc ça, c'est hyper classique. Hein. Donc c'est le développement limité à ordre 1. On sait que l'existence d'un développement limité à ordre 1, c'est équivalent à la dérivabilité. Bon, preuve de ça, on y va. Donc, on va le prouver rapidement. Si vous savez faire cette preuve, je vous mets un petit minutage à l'écran pour que vous puissiez sauter la preuve. Donc, on a dit limite. Donc, f et c dérivable en z0, ça veut dire quoi? Ça veut dire limite quand h tend vers 0 de f de z0 plus h moins f de z0 sur h égale alpha. Ok, voilà. On a dit donc f est dérivable en z0, f' de z0 égale alpha. Ouais, donc c'est moche, mais on comprend. Donc ça c'est vraiment, bon ça c'est pas une surprise. Hein. J'ai rien changé, hein, juste donné un nom à f' de f0. Donc on a ça, du coup, eh ben, ça c'est équivalent à dire que limite de quand h tend vers 0 du quotient là, f de z0 plus h moins f de z0 sur h moins alpha égale 0. Donc, le fait de dire que cette limite est égale à 0, ça c'est équivalent à dire le fait que la limite soit égale à 0, ça veut dire que c'est un petit o de 1. Donc, f de z0 plus h moins f de z0 sur h moins alpha égale petit o de 1. Ça veut dire je tends vers 0, hein, tout simplement. J'ai encore une ligne, on continue. Ça me fait, je multiplie tout par h. F de z0 plus h moins f de z0. Voilà, donc j'ai multiplié par h moins alpha h. Alpha fois h égale petit o de 1 fois h, ça fait petit o de h. Ok, bon là, aucun mystère, je passe tout du même côté, j'obtiens ça. Donc ça, c'est bon, preuve terminée. Donc là, il n'y avait rien de très mystérieux, mais en fait, à partir de cette expression-là, en fait, c'est vraiment ça qui va nous servir à prouver, de trouver des critères en fait beaucoup plus clairs pour l'holomorphie de f. Et donc, pour ceux qui suivent sur le poly, on arrive là tout de suite à la proposition 1.3. Donc l'idée, c'est qu'on va regarder f. Donc f, c'est une fonction de c dans c, c est un plan. Donc f, c'est une fonction qui part d'un plan, équivalent à R2, isomorphe à R2 en tout cas, vers un autre plan, donc c'est aussi qu'on peut aussi assimiler à R2 éventuellement. Et donc on va définir une fonction qui correspond à f et qui va en fait de R2 dans C, puis même une autre fonction qui va de R2 dans R2. Et c'est ces fonctions-là qu'on va étudier et on va voir les contraintes
que l'holomorphie pose sur ces fonctions-là. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de donner des critères de l'holomorphie et de voir facilement si une fonction est holomorphe ou pas sans se taper des pages et des pages de calcul. Ok, bon, ça, j'en reste là. Donc, on va définir, donc, soit f, donc, f par de u, qui est un ouvert, hein, inclus dans C. U est toujours un ouvert dans C. Ok. On pose f tilde qui va de U considéré comme un ouvert de R2. Les ouverts de R2 sont les ouverts de C, il n'y a pas de souci avec ça. Qui va dans C aussi, avec F tilde. Donc c'est à peu de choses près F, hein. Mais sauf que F, au lieu de prendre une variable complexe, elle prend juste deux variables réelles. Et donc on dit que F tilde de X et Y, c'est F de X plus Y. Et on peut même dire que c'est égal, on peut dire que c'est égal à F tilde 1, donc la partie réelle, on va séparer partie réelle, F tilde 1 de XY, plus I, F tilde 2 de X et de Y. Avec ça, appartenant à R, et ça, appartenant à R aussi. Pour tout x, y. Donc là, on a clairement défini donc une fonction, donc retenez bien ça en tête, voilà, donc on a, à partir de notre fonction f, qui est une fonction de C dans C, on peut définir une fonction de R2 dans C, donc ça c'est une fonction qui part de R2 et qui va dans C, donc le résultat c'est ça, donc c'est f de x plus y, donc c'est un complexe, et on peut même la définir à travers deux fonctions réelles, enfin deux fonctions de R2 dans R, donc une fonction de R2 dans R2, et donc là, à ce moment-là, on va voir donc f tilde comme une fonction de R2 dans R2, et donc la correspondance c'est i f de xy plus i f2 de xy. Donc ça, c'est comme ça qu'on définit les fonctions f1 tilde et f2 tilde. Bon, ok, super. Donc on vient de transformer notre fonction de C et dans C par une fonction de R2 dans R2 ou une fonction de R2 dans C. Bon, jusque-là, rien de très mystérieux en fait, on n'a rien fait d'exceptionnel. Et en fait, on va voir maintenant si f est holomorphe, donc f est donc C dérivé avant Z0, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on y va. Hop là, mon petit neurone. Donc, on a dit f. Ah oui, bon. Donc, allez, proposition. Viens là, toi. Voilà. Donc, proposition. Donc, j'ai écrit directement ici la propriété dans le poly qui est 1.3. Je vous ai épargné le passage de rédaction. Donc, on dit. Donc, j'avais la prof qui disait, voilà. The following are equivalent. Voilà. Donc, c'est évidemment en anglais, mais c'est voilà. Donc, toutes les propositions suivantes sont équivalentes. Et c'est ça qui va être en fait nos critères de l'homorphie. Donc, f et c dérivable en Z0, c'est équivalent à dire que f tilde défini plus tôt est R différenciable en Z0, donc ça veut dire que c'est une fonction qu'on peut différencier en Z0 au sens d'une fonction de R2 dans C, et qu'on a cette égalité entre ses dérivées partielles, donc sa dérivée partielle par rapport à X, c'est I fois sa dérivée partielle par rapport à Y, et ça c'est pas du tout naturel, hein, c'est pas du tout un truc qui est donné, genre, voilà, j'ai n'importe quelle fonction, et puis hop, clac, 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 c'est bon, s'il est suffisamment régulier, il est holomorphe. Non, holomorphe c'est plus précis que ça. Il y a des conditions comme ça qui sont pas triviales. Voilà. La 3, vous allez voir, c'est à peu près la même. Et donc, l'idée c'est donc f est R différentielle dans Z0 et sa jacobienne. Donc, sa jacobienne, c'est la matrice de ses dérivées partielles. Et ben, elle est pas n'importe comment. C'est pas ABCD, c'est A, B, moins B, A. Donc, à nouveau, c'est la même contrainte, c'est vraiment une contrainte forte. Et donc, ça c'est la même chose. F est R différentiable et sa différentielle est donc sa différentielle df est nulle, soit c'est une similitude directe. Donc ça, vous allez voir, ces trois trucs-là sont en fait assez proches les uns des autres. Donc on va faire la preuve. Et vous allez voir ça. Donc, on va prouver ça. Alors, preuve. Donc en fait, c'est une preuve qui est assez simple. Donc on va commencer par juste un petit détail, on pose
Z0 égale x0 plus y0, h égale xh plus iyh, et alpha égale a plus ib. Voilà, ça c'est juste histoire de prendre des notations. Et du coup, on a... donc on part du point numéro 1 et on attaque directement. Donc je disais, f est c dérivable donc en z0. Et on va donner un nom à f', on dit f' de z0 égale alpha. Donc ça on dit quoi? Bon, ça on a la caractérisation qu'on vient de voir pour la dérivabilité. Donc ça c'est équivalent à dire f de z0 plus h avec n'importe quel h. Hein. F de z0 plus h avec n'importe quel h au voisinage de z0, c'est f de z0 plus alpha h plus petit o de h. Donc ça c'est cool. Et ensuite on va regarder tout de suite ce que ça donne sur f tilde. Donc f de z0 plus h c'est f tilde de partie réelle, partie imaginaire de ça. Donc ça me fait f tilde de quoi là? Bah de x0 plus xh y0 plus yh, c'est bien ce que j'ai là. Ça me fait f tilde de la x0 y0 plus alpha h, ben alpha c'est a plus ib, h c'est xh plus iyh plus toujours un petit o de h. Ok, petit o de h pourrait écrire en fonction de xh et yh, mais c'est pas très important. Et donc, ça, c'est égal à quoi? Juste, on va calculer ce truc-là. Je n'anime pas le égal, hein, désolé. Bah ça, en fait, on peut l'écrire comme partie réelle, partie imaginaire. Donc là, en fait, j'ai f tilde 1, qui était la partie réelle, de x0, y0, plus i f tilde 2, toujours de x0, y0. On continue à écrire sous forme de partie réelle, partie imaginaire, donc je rassemble les parties réelles. Donc plus a, x, h. Là, si je fais ce produit-là, ça me fait aussi une partie réelle, donc moins b, y, h. Et plus i fois b fois xh plus a fois yh. Voilà, et j'ai la place pour le petit o de h, ok? Allez, on va le mettre en dessous. Le petit o de h, du coup, c'est un petit o, en fait, de x, y, en gros. Ça veut dire que c'est négligeable devant x et devant y, en gros. Ok? Donc, bah maintenant que j'ai ça, je peux l'écrire directement sur la forme de fonction de R2 dans R2. Donc ça équivaut à dire, ce truc-là, en fait, c'est f tilde 1 de x0 plus xh y0 plus yh. Ensuite j'ai un f tilde 2 aussi. Voilà, donc c'est juste les deux coordonnées de ce vecteur-là, hein, parce que ça c'est un truc dans R2. x0 plus xh y0 plus yh, on est parti. Bah, ce vecteur-là, et ben du coup, en fait c'est le partie réelle, partie imaginaire. Voilà, bah, oui, en fait ce truc-là c'est pas dans R2, c'est dans C, hein, mais indirectement c'est dans R2. Partie réelle, partie imaginaire. Donc la partie réelle, on a dit que c'était f de f tilde 1 de x0, y0. Et ensuite j'ai un f tilde 2, pareil, de x0, y0. Voilà. Donc ça c'est la partie constante, hein, plus... Et alors là, comment j'écris? En fait, ça je peux l'écrire comme un produit de matrice. Donc ça c'est A moins B, B, A,
de x h y h. Ok, donc voilà, on vérifie, hein, mais ça me fait bien a fois xh moins b fois yh, et dans la deuxième ligne, donc la partie imaginaire, ça me fait bien b fois xh, a fois ayh, ok. Et plus un truc qui s'écrit juste petit o de xh, c'était xh ici, yh, xh, yh, bon, je sais, c'est pas très propre, à nouveau petit o de xh, yh. Ok. Bon, bah très bien, c'est un peu tassé, désolé. Mais du coup, le truc est clair là, c'est que on vient d'écrire en fait cette fonction-là, donc une fonction de R2 dans R2, comme au voisinage du point x0, y0, on l'a écrit comme la valeur au point x0, y0, plus ce truc-là, plus un petit o. Et donc en fait, ce truc-là, c'est la différentielle. Voilà. Ce truc-là, c'est donc d différentielle au point z0 en fait, donc au point x0, y0 de f. Et c'est évalué en x, h, y, h. Ok. Essentiellement, on a fini là. Pourquoi? On vient juste de montrer que, en fait, par équivalence, hein, si f et ses dérivables dans z0, tac, 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 par équivalence, en fait, on vient de trouver que la fonction qui correspond de R2 dans R2, elle est différenciable. Voilà. Parce qu'on a cette expression-là, en fait, c'est son développement limité à droit, elle est différentiable. Sa matrice jacobienne, c'est ça. A moins B, BA, donc c'est tout à fait ça. Et donc là, on vient de montrer en fait que c'était équivalent au point 3. Voilà. Si f et ses dérivables dans z0, eh bien f est différenciable et voici sa jacobienne. On a aussi dit en fait que f était différentiable, voici sa différentielle, et ça c'est la jacobienne qui correspond bien à une similitude, donc c'est tout à fait équivalent au point 4 aussi. Et au niveau du point 2, en fait on voit bien que si on dérive, si on fait une dérive partielle par rapport à x, on trouve a plus ib. Je dis dérive, là ici je fais la dérive partielle par rapport à x, donc de la fonction f tilde vue comme une fonction complexe. Et bien là en différenciant par rapport à x, j'obtiens a et là j'obtiens ib, et par rapport à y j'obtiens moins b et ia, et donc en fait si je multiplie la dérivée par rapport à x et je la fais fois i, et ben j'obtiens bien la dérivée par rapport à y. Donc ça c'est bon, ça nous donne tout à fait, ça finit la preuve. Ouais, donc preuve finalement assez élémentaire, une fois qu'on la prend par le bon bout, hein, ça marche bien. Et ça en fait ça nous fournit nos premiers critères d'hélomorphie. Hein. Donc l'idée c'est que voilà, une fois que j'ai une fonction, et ben, j'ai une fonction complexe, je la regarde comme une fonction de R2 dans R2, et je fais ses dérivées partielles, et je regarde, soit je trouve la jacobienne, soit je trouve directement les dérivées partielles vues comme une fonction de R2 dans C, et je peux prouver comme ça avec ces égalités-là, une fois que j'ai prouvé que ces dérivées partielles étaient continues, ce qui m'assure qu'elle est différentiable, et qu'en plus elles ont les bonnes valeurs, elles sont bien liées les unes aux autres, et ben c'est bon, j'ai prouvé que ma fonction était bien holomorphe. Voilà, donc elle était bien C dérivable. C'est la même chose. Voilà, et on va juste formaliser ça un petit peu dans un corollaire qui s'appelle les équations de Cauchy-Riemann. Corollaire, et donc ça s'appelle équation de Cauchy-Riemann. De Cauchy. Bon, Cauchy il est partout. Vous allez voir, dans un cours de fonction holomorphe, Cauchy est partout, mais genre encore plus que d'habitude. Hein. Cauchy-Riemann. Bon, ouais, Riemann, de toute façon, c'est pas étonnant. Il y a le deuxième à Riemann. Hein. Voilà. Très bien. Et donc, si f de u, si f est de u dans C, et f tilde de x, y égale p de xy plus i q de xy, donc ça c'est la partie réelle, partie imaginaire, on lit directement la jacobienne et on trouve que f est c dérivable en z0, équivalent à dire f
et R différentiable comme toujours. R en Z0 et donc on a des ronds P de X, des ronds P par rapport à X, dérivée de P par rapport à X, donc en Z0 égale la dérivée de Q par rapport à Y et dérivée de P par rapport à Y, j'ai dit, c'est égal du coup à moins la dérivée de Q par rapport à X. Voilà. Et donc ça, c'est les équations de Cauchy-Riemann. Voilà. Équation de Cauchy-Riemann, c'est si j'ai f différentiable en Z0 et que j'ai ça, alors f et ses dérivables en Z0. Et ben ça, on va l'essayer. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie d'appliquer ça à exponentielle? Donc on y va. Donc j'ai l'exponentielle. T'es encore en train de te péter la gueule, toi. Oh là là. Vraiment que je prenne soin de toi. Hein. Donc je dis f de z égale exponentielle de z. Donc ça me fait donc que f de x plus y égale exponentielle de x cos y plus i sin y. On est d'accord? Ça me fait rappel. Ok. Et ben on y va. Alors p de xy, c'est tout simplement la partie réelle, c'est e de x cos y et q de xy égale e de x sinus de xy de y. Ok. Bon voilà, c'était partie réelle, partie imaginaire. Du coup, si je prends p en n'importe quel point, hein, c'est vraiment, de toute façon, l'exponentielle c'est dérivable sur c tout entier. Je dérive p par rapport à x, j'obtiens quoi? Ben il se passe rien. Donc j'obtiens e de x cos y. Si je dérive q par rapport à x, non, si je dérive q par rapport à y pour appliquer ça, et ben j'obtiens juste bêtement, je dérive, bon là il se passe rien, je dérive par rapport, hop c'est un cosinus qui revient, donc c'est ok, ça fait bien dq sur dy. Et ensuite, la suivante à tester c'est la dérivée par rapport à p de p par rapport à y, donc je fais dp sur dy. Là, je dérive le cosinus ici, donc ça me fait un moins. Exponentielle x n'a pas bougé, et c'est devenu un sinus y. Et donc c'est bien ce que j'obtiens si je fais moins la dérivée par rapport à x de q. Si je fais la dérivée par rapport à x, il ne se passe rien. Donc c'est bien moins dq sur dx. Voilà, donc là on voit qu'avec les critères de Cauchy-Riemann, en fait, ça va vite, quoi. Donc, bon, c'est évident que ce truc-là est différenciable, hein, parce que, voilà, je rappelle rapidement, pour prouver qu'une fonction est différenciable, il suffit de prouver, bon, soit on peut le prouver directement, mais sinon il suffit de prouver qu'elle a des dérivées partielles, c'est le cas de cette fonction-là, et ses dérivées partielles sont continues, c'est aussi le cas de cette fonction-là, donc il n'y a aucun souci. Cette fonction est bien différenciable, elle respecte l'équation de Cauchy-Riemann, donc la fonction exponentielle complexe est ses dérivables en tout point. Voilà. Donc ça, on voit que là, il y avait un peu de théorie à faire, mais en termes de calcul, il y avait quasiment rien à faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, on est content d'avoir Cauchy-Riemann et tous les autres trucs de la proposition précédente, parce qu'on peut comme ça facilement savoir si les fonctions sont holomorphes ou pas. Donc là, maintenant qu'on a vu tout ce qui se passe en un point, on va pouvoir regarder directement, on va dire qu'est-ce qui se passe sur un rang. Donc définition, f de u inclus dans C est holomorphe sur U si et seulement si f est tout simplement C dérivable en tout point de U. Voilà.
Bon, ça c'est clair. Ça, vous l'aviez compris, hein, clairement. Mais bon, ça fait du bien de le dire, voilà. Donc maintenant, on s'intéresse, voilà, donc des fonctions plus dérivables en un point, mais sur un ensemble, tout simplement en étant dérivable sur tous les points. Et donc là, on dit que c'est holomorphe. Et on note H de U, l'ensemble des fonctions holomorphes. L'ensemble des fonctions holomorphes. Sur U. Ok? Et maintenant, en fait, le truc qui est simple, c'est qu'on va se servir de ça pour dire quand est-ce qu'une fonction est holomorphe ou pas. En fait, on va tout simplement... Il y a des propositions qui sont très simples à montrer, je vais pas le faire. C'est que, une somme de deux fonctions holomorphes est holomorphe. Pareil pour une différence, évidemment. Le produit d'une fonction holomorphe par un scalaire complexe est holomorphe. Le produit de deux fonctions holomorphes est holomorphe. La composée de deux fonctions holomorphes, si elles ont les bons ensembles de départ et d'arrivée bien conçus, c'est holomorphe aussi. Donc en gros, l'ensemble des fonctions holomorphes, c'est une algèbre, c'est stable par composition en plus. Donc franchement, il n'y a aucun souci. Pour prouver qu'une fonction est holomorphe, on prouve que ces éléments constitutifs sont holomorphes et ensuite on dit que bon, voilà, c'est somme dérivée, c'est une somme, un produit, une composée de fonctions holomorphes. Et comme ça nous permet vraiment de savoir ce que n'importe quelle fonction, elle sera holomorphe. Voilà, donc ça conclut à peu près notre partie sur les critères d'holomorphie. Il y a des petits exemples à voir, je vous laisse exo. Voilà, montrer que la fonction qui a z fait correspondre 1 sur z appartient à donc l'ensemble H de clairement c'est défini sur C étoile, voilà, sur C privé de 0. Voilà. Donc exemple typique, vous pouvez faire ça avec tous les critères qu'on a vus, vous pouvez faire ça comme vous voulez. La prochaine fois, on va voir ce qu'on attaque. J'espère qu'on va pouvoir attaquer les logarithmes directement. Donc la prochaine fois, je ne sais pas encore ce que ça va donner, soit on fera les logarithmes, soit on fera d'abord les séries entières. Donc, mais je préférerais faire un peu de cas pratique plutôt que de faire directement de la théorie brute. Voilà, j'espère que c'était clair tout ça, vous pouvez reprendre toute la partie A dans le poly, j'ai pas tout fait, hein, mais voilà. Et puis, donc la prochaine fois, j'espère qu'on va voir des choses intéressantes, donc soit des fonctions analytiques, soit des logarithmes complexes. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, poser des questions, faire des retours, etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!